Alors Claudia, bonjour. Bonjour Ève. Aujourd'hui, on va aborder le sujet numéro 215 de la team Griffasie, dont tu ne connais pas le sujet. Non, Ok. Alors, il se compose toujours pareil d'une partie fixe et d'une partie d'expression libre. Si tu n'as rien à rajouter, Claudia, on démarre le travail. oui, Prête? oui. Alors, tu prends une profonde inspiration par le nez, Claudia. Très profonde. Et tu expires tout aussi profondément par la bouche. Comment est-ce que tu te sens, Claudia? Très bien. Ok. Alors, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, observe comment dans le ici et maintenant, la conscience collective perçoit l'état maladif. 1, 2 et 3. Il y a plusieurs choses qui viennent selon le degré de maladie. Mhm, Ça va de la détresse mhm, à l'inquiétude ou le désagrément, mhm. avec pour tous toujours le sentiment plus ou moins fort d'une perte de contrôle Mhm. et donc d'un état de fragilité, Ok. de vulnérabilité. Autre chose. Il y a quelque chose qui est assez présent également, c'est l'idée que, ou enfin, quelque chose qui est ancré, comme quoi cet état entraîne un besoin d'aide extérieure. Mhm. Tu veux rajouter autre chose? Sinon, on passe à la question suivante. Oui, Alors, régresse maintenant dans le temps jusqu'au début de la préhistoire et observe comment la conscience collective de l'époque percevait la maladie. 1, 2, 3. déjà avec beaucoup moins d'émotionnel, Mhm. Ok. et avec un alignement très différent justement par rapport à ce que je voyais tout à l'heure sur le fait de se sentir dépendant d'une aide extérieure. Ça, à l'époque, ils ne l'avaient pas. Mhm. Ils étaient au contraire euh, conscients que c'était à eux d'agir Mhm. et que la guérison dépendait en partie, en grande partie, d'eux-mêmes, de leur volonté à guérir, de leur alignement à guérir et des moyens qu'ils allaient mettre en place. Ok. Tu veux rajouter autre Alors, chose? oui, Oui. je vois beaucoup moins de maladies. Hein. À l'époque, ce que je vois surtout, c'était des blessures, Mhm. mais de la maladie proprement dite, beaucoup moins. Très peu. Ok. Autre chose. Non. Alors, question suivante. Observe les étapes les plus importantes
de la perception sociale de la maladie à partir de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et à 3, dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Je vois une étape avec l'essor des religions, où là, vraiment l'idée d'être dépendant de quelque chose d'extérieur est très s'insinue et prend place dans l'inconscient collectif. Ensuite, il y a une autre étape. Alors, c'est pas une étape. Enfin, c'est pas net, c'est pas du jour au lendemain, mais il y a eu aussi une évolution au moment où la science en fait s'est développée et où la volonté d'imposer cette vision des choses s'est peu à peu substituée au traitement personnel ou en tout cas qui se faisait avec les plantes, les choses de la nature, les choses qui entouraient les personnes. À ce moment-là, les gens étaient très alignés avec beaucoup de choses, pas seulement les plantes, mais les rythmes de la nature. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une autre évolution où il a beaucoup été mis en avant toutes les connaissances scientifiques, en fait l'aspect scientifique. Et donc ça a lentement réorienté les croyances, on va dire, de la majorité. Exact. Donc ça, c'était la deuxième étape que je vois. Et j'en vois une plus récente. Oui. Attends, je vois s'il y en a d'autres entre les deux. Non. Alors en fait, ça a commencé un petit peu avec donc l'époque moderne aujourd'hui, avec la dévalorisation et la stigmatisation de tous les traitements naturels. Et puis bien sûr une grosse étape, enfin un gros coup avec la pandémie mondiale du Covid. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Non. Alors, question suivante. Quelles sont les conditions énergétiques subliminales qui déterminent tout état pathologique? Là, je vois beaucoup de conscience interférée. Donc, à partir du moment où la conscience est interférée, où la personne est interférée, elle a perdu déjà sa souveraineté. Et puis, la notion, enfin, la connaissance qu'elle est toute puissante. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si elle était poreuse à plein de choses, dont la maladie. Ok. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Oui. Expliqué? Oui. Veux-tu rajouter autre chose? Je vois dans ces personnes, dans les personnes qui sont sujettes à la maladie, des fragilités dans l'état éthérique, donc au niveau de leur alignement. Ok. Autre chose? Non. Alors, question suivante. Observe l'interaction entre les corps subtils et la partie subliminale pendant la phase initiale
de la maladie. Que perçois-tu? En fait, je vois, il y a comme, donc il y a le corps physique d'un côté, le Mhm, corps, éthérique de l'autre. Entre les 2, donc tout un une, donc les différents corps vibratoires mhm, et il y a plusieurs, il y a 2 choses qui viennent. Il y en a une, de ce que je vois, c'est la partie, éthérique, la conscience, non libre en fait, non souveraine, on va dire, mhm. qui, bah, qui va influencer par les différents corps sur la partie physique. Mhm. Et puis, il y a les corps physiques qui, pour beaucoup sont dans des états, des mauvais états de façon globale et qui donc, par cet état, dégradé, on va dire, sans parler de maladie, mais, par exemple avec une hygiène de vie qui est peu pas bonne, on va dire, Mhm, ça fragilise le corps physique mhm. et avant même, qu'il y ait maladie, déclarée, ça va, toucher les corps, vibratoires et donc je vois des désalignements, de ces corps vibratoires Mhm. et donc ils se fragilisent Mhm. et comme si la comment on peut dire? La circulation d'énergie entre le corps physique et la conscience, comme si les énergies étaient mais complètement, soit brouillées, soit, coupées, soit, hachées. Hem, il y a beaucoup de perturbations, donc il y a plus de fluidité, il y a plus de circulation, correcte Ouais. et donc là, la maladie s'installe, se déclare dans le corps, physique. Mais, les autres corps sont touchés également. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Heu, je sais pas si on y viendra après, mais, donc ce que je vois, c'est que la guérison du corps, physique Mhm. est vraiment liée, au rééquilibrage aussi, des corps, des différents corps, éthériques, des corps vibratoires. Exact. Alors maintenant, observe l'interaction entre les corps subtils et la partie subliminale pendant la phase terminale de la maladie qui conduit à la mort. Que vois-tu? Hem, c'est comme s'il y avait un espèce de, comment dire ça? De d'acceptation, de lâcher prise, de lâcher de la part de la partie subliminale. Mhm, C'est comme si elle avait envoyé beaucoup d'énergie, pendant, je sais pas, par exemple des semaines ou des mois mhm, et que là, elle sentait que c'était, ou elle décidait que c'était terminé, mhm. parce que le corps n'est plus en capacité, le corps physique, n'est plus en capacité de transformer l'énergie, reçue en régénération de cellules ou en fonctionnement de cellules, en vie, en fait. Donc c'est comme s'il y avait un espèce de moment, d'instant où la conscience, laisse tomber, en fait, lâche. Ok. Autre chose? Non, sur cet instant-là, non.
Alors respire. Remonte tes fréquences. Et observe la relation et l'interaction entre l'ADN éthérique et physique et l'état pathologique. Que perçois-tu? Alors au niveau de l'ADN éthérique, je vois pas beaucoup de... Alors ça dépend à quel stade de la maladie peut-être aussi, oui. Et je vois peu de... De changement? Oui, d'affectation, oui, voilà, de... Exact. L'ADN éthérique est assez peu affecté. Après, pareil, ça dépend de l'état de la conscience, si elle est libre ou pas, si elle a interféré ou pas. Dans l'ADN physique, bah, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est comme si presque, enfin, pour une maladie grave et qui potentiellement peut être mortelle, c'est comme si, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est comme si l'ADN s'effritait. C'est une image comme ça, c'est comme si, ou comme si il s'inactivait, il s'endormait. C'est comme ça que je le perçois là, de ce que j'observe. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Alors ça, j'observe que ça a l'air d'être vraiment lié aux traitements médicamenteux chimiques qui Exact. sont donnés à la personne, enfin ingérés par la personne. Parce que là, je suis en train d'observer un ADN d'une personne qui se soigne par des plantes, notamment, hein, par exemple, ou par des soins vibratoires. L'ADN n'est pas du tout affecté de cette façon-là. Exact. Autre chose? D'ailleurs, les corps, je suis toujours sur cette personne-là qui se soigne par des moyens non médicamenteux, non chimiques. Naturel, oui. Et je vois que les corps éthériques réagissent aussi différemment de celles qui se soignent par les médicaments. Il y a pas ces espèces de coupures, de hachures, de cisaillements là, des corps éthériques que je voyais tout à l'heure euh, de façon très marquée. Il y a beaucoup, beaucoup moins. Il y a plus un lissage des corps. Enfin, c'est différent en fait. Les corps restent plus alignés, c'est ça? Les corps restent plus alignés, moins poreux, moins. Il y a moins d'ouverture dedans. Ils sont plus lisses, plus alignés. Et moins altérés. Moins altérés, oui, tout à fait. Ok. Question suivante. Oui. Existe-t-il un lien entre les interférences externes et l'état pathologique? Oui ou non, ou partiellement? Que vois-tu? Là, donc là, on parle bien de pathologie, donc de maladie et pas d'accident. Alors, Exact. Y a-t-il un euh, lien avec les interférences? oui, alors il y a un lien direct pour beaucoup avec les interférences que subit la conscience.
Mhm. Oui, oui, beaucoup d'états pathologiques sont en lien avec soit des implants dans la partie subliminale, Mhm. soit des programmations Mhm. de la partie subliminale. Exact. De toute façon, à ce niveau-là, il y a toujours à un moment une perte de souveraineté de la partie subliminale. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de choses sont possibles de la part des entités, et notamment, bien sûr, tout ce qui est maladie, et pas seulement maladie physique. Beaucoup aussi, je vois aussi beaucoup de maladies émotionnelles. Ce qu'on appelle les maladies mentales aussi. Aussi, les maladies mentales également. Ça joue Ok. sur les 3 corps. Le corps physique, alors ça peut jouer sur le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Ça peut jouer aussi, je le vois, sur le corps sexuel, qui Mhm. peut aussi devenir déviant, enfin fonctionner d'une façon non, non saine, enfin non respectueuse, non alignée. Ok. Quel est l'intérêt pour ces interférents d'apporter la maladie dans nos corps physiques? Générer beaucoup de fréquences. Je vois ce qui vient, le mot, c'est de chaos. En fait, ça génère des. Enfin, ce qu'ils utilisent, c'est comment on dit, Euh, la différence, Mhm. la différence qu'il y a entre les fréquences. En fait, les personnes dans ces états-là euh, n'ont pas des fréquences linéaires. Mhm. Et il y a beaucoup de variations, voilà, de variations de fréquences. Mhm. Et ça, c'est très, très recherché et très utilisé par les entités. Pourquoi? Parce que ça leur amène une quantité je sais pas comment ça s'appelle, tous ces petits points d'énergie là. Je les vois, je sais pas comment on peut comment ça s'appelle, des cantates, je sais pas quoi. Il récupère donc les énergies de basse fréquence que génère une personne atteinte par une pathologie. C'est ça? Alors, pas seulement, oui, oui, en partie, ils récupèrent ces énergies de basse fréquence, mais ils récupèrent aussi la quantité d'énergie produite par les variations de fréquence vibratoire de la personne. C'est plus clair comme ça peut-être. Mhm. Que font-ils avec cette énergie récupérée? Je vois plusieurs choses possibles. Ils la stockent, Mhm. ils la consomment, Mhm. euh, ils l'utilisent pour leurs expériences, pour comment dire, ils fonctionnent beaucoup avec ça, ils en ont beaucoup besoin pour fonctionner, surtout nous on dit ils se nourrissent, mais c'est pas, c'est peut-être pas vraiment le mot, ils l'utilisent pour beaucoup de leur fonctionnement. Leur technologie, par exemple. Oui, alors oui, pas en l'état, ils la transforment, mais oui, ça leur sert aussi à ça. Ok. Tu respires, Claudia. Tu remontes tes fréquences et tu me dis comment tu te sens. Oui, c'est bon, je me sens bien. Ok. Pourrais-tu trouver une personne d'âge avancé qui n'ait jamais expérimenté la maladie?
Oui, ça y est. Alors focus sur cette personne et que peux-tu m'en dire? Au niveau physique et au niveau éthérique. Comment l'aperçois-tu? J'aperçois très très alignée. Mmh. Elle est très concentrée. Mmh. Son énergie vibratoire sur tous les plans, Mmh. euh, physiques, les plans énergétiques, les différents corps. Tout est très, très net, très aligné. Le corps mental est très peu actif par rapport au nôtre. Mmh. Il est très calme, il est utilisé seulement à certains moments. Mmh. Euh, le corps, enfin, tous les corps sont très très calmes, purs, clairs, bien alignés, bien en équilibre les uns par rapport aux autres. Le corps émotionnel est très stable, très calme. Mmh. Les, les différents corps vibratoires sont très lumineux et de belles couleurs et ils sont très, très, oui, lumineux et translucides, très purs. Mmh. Quel âge est-ce qu'elle apparente cette personne? En âge physique, son corps physique peut avoir dans les 99 ans, 100 ans, OK. autour de 100 ans. A-t-elle des connaissances particulières? Oui, elle a des connaissances très fines en herboristerie, dans tout ce qui est connaissance des plantes. Mmh. Et elle n'a pas de connaissances particulières au niveau, comment on dit? Ésotérique? Oui, Mmh. heu, mais par contre, elle est très, en accord, en lien, en équilibre avec, la nature et le fonctionnement de la nature. Par exemple, le cycle des saisons, Mmh. elle est très alignée au cycle des saisons. Elle est très alignée au cycle diurne et nocturne. Mmh. Au Selon toi, Claudia, comment gère-t-elle le côté émotionnel? Par le recentrage. Je vois qu'elle a un émotionnel très stable et qu'à chaque fois que son émotionnel a pu être déstabilisé, elle l'a rééquilibré par le recentrage. Et en fait, le recentrage qu'elle pratique, ce que je vois, c'est que ça fait comme un espèce de réalignement Mmh. entre la circulation qui est enfin, énergétique ou vibratoire qu'il y a entre la Terre, le ciel, l'univers, l'espace, enfin, il y a, il y a un équilibre vibratoire Mmh. et elle s'inscrit dans cet équilibre-là. Justement, en ce qui concerne son état vibratoire, comment est-ce que tu le qualifierais? Qu'est-ce qu'elle expérimente comme énergie? Ne dit-on pas que le corps ne peut tomber malade si l'on est dans de hautes fréquences? Est-ce que Oui, c'est le oui, cas? oui. Oui, oui, c'est le cas. Oui, oui, tout à fait. C'était l'équilibre qu'elle maintient en fait dans son quotidien. Mmh. Euh,
fait qu'effectivement, elle est dans des fréquences hautes. Mhm. Alors elle s'en rend pas spécialement compte, c'est son état vibratoire, sont ses fréquences. Mais effectivement, elle vibre haut, oui. Alors, si elle ne s'en rend pas compte, comment se débrouille-t-elle? Qu'est-ce qui vient soutenir son corps physique? Qu'est-ce qui lui permet de garder ces états de haute fréquence? Cet alignement, ce centrage. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, elle a ce qui pourrait rentrer dans une hygiène de vie. Mhm. Elle a une hygiène de vie sur tous les plans qui est très très en lien avec la nature. Mhm. Et puis, elle a une conscience libre, elle est non interférée Mhm. et elle est donc très peu, enfin, elle n'a pas d'attaque de ce côté-là, elle n'a pas de. C'est comme une circulation d'énergie qui lui permet de rester compacte. Mhm. Euh, Vraiment, elle a un espace, voilà, elle a un espace, son espace énergétique est très pur, à la fois pur, clair, à la fois léger et dense. Et En tout cas, libre. il est intact. Oui, bah oui, oui, sa conscience est libre, alors forcément, oui. Comment s'est-elle organisée? Comment s'est-elle prise pour être non interférée? Dis-moi. Je vois pas de choix particulier, enfin elle a, elle a toujours vécu dans une hygiène de vie et dans un respect de ses cycles, de ses. Non, elle a pas, non, elle a pas eu, il n'y a pas eu d'occasion où elle a pu se faire interférer. Elle a toujours été très, très alignée à elle-même. Mhm. Elle a vécu vraiment reculée et, et, et souvent seule. Mhm. Pas par, alors, elle subissait pas cet état. Elle était juste bien comme ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était vivre dans la nature. Mhm. Euh, Avec voilà les animaux qu'elle a eus. Elle a eu une vie très simple en fait. Enfin, c'est la personne que je vois. Hein. Je ne dis Mhm. pas que c'est une généralité, mais elle a eu une vie très très simple et très alignée et sans comment dire, sans besoin, sans se créer de besoin ou d'attente ou de. Elle s'est toujours sentie bien, heureuse. Enfin, elle n'avait pas spécialement d'attente d'autre chose, d'une vie différente. Aucune attente extérieure, c'est ça? Oui, 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 c'est. C'est quelque chose qui semble être importante, n'est-ce pas? Bah, oui, 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 c'est très important. Elle a jamais cherché à l'extérieur d'elle et surtout, elle a toujours pris tout ce qui lui arrivait Mhm. de façon du côté positif en fait. Oui, de façon positive et nourrissante. Ok. Autre chose. Ouais, en fait, c'est comme si ça créait un espèce de. C'est comme si elle créait en fait sa propre réalité quasiment au quotidien. Elle, les fréquences qu'elle génère manifestent des choses dans la matière qui sont plutôt faciles et positives. Et donc, c'est comme une espèce de cercle vertueux, enfin de circulation positive. Voilà, c'est l'image qui est là. Mhm.
Alors tu prends une profonde inspiration, Claudia, tu remontes tes fréquences. Et dernière question, que pourrais-tu donner comme conseil aux personnes de façon à ne pas connaître cet état de maladie? Alors, ce que je vois, c'est qu'il faut travailler sur 3 axes, le corps physique, les Mhm, corps vibratoires, et émotionnels et cetera et exact. l'alignement. Mhm. Le centrage. Le centrage, oui. Le centrage parce que, pour s'aligner dans la vibration que, on est, créateur et que, ce qui est manifesté dans notre vie est ce que nous créons, au niveau vibratoire. Mhm. Donc retrouver cette circulation entre le manifesté et le vibrer. Je ne sais pas Mhm. si c'est clair, mais ce que l'on vibre, c'est ce qui va se manifester. Ok. D'autres conseils te viennent? Qu'on ne peut pas axer seulement sur un des 3 axes. Il Mhm, faut travailler les 3 en même temps. Que ça peut être difficile au début, ça dépend d'où on part. mhm, Euh, et que en persévérant, euh, petit à petit, ça s'allège et ça devient plus facile. Et après, c'est juste à entretenir. mhm. Concrètement, ça ressemblerait à quoi cette façon, cette hygiène de vie afin de garder une bonne santé? Aurais-tu des choses à rajouter? Bah, sur le corps physique, par exemple, c'est beaucoup de végétaux, mais de végétaux vivants. Donc, euh, des végétaux cueillis depuis pas longtemps, Mhm, à peine cuits, enfin, le moins possible dénaturés, ça veut dire cuisson à la vapeur très douce, ça veut dire consommer tout de suite, enfin rapidement. mhm, Évidemment, le moins de produits transformés possible. mhm, Les céréales le plus, celles qui sont le plus originelles possible. mhm. Pas les blés d'aujourd'hui, pas de maïs. Euh, Après, tout dépend des origines de la personne aussi. Il Exact. y a une composante génétique qui entre en jeu. Peu de produits animaux. Mhm. euh, Beaucoup de choses enfin, plus de choses qu'on consomme plus, comme les plantes sauvages, les algues. Euh, alors, en boisson, seulement de l'eau. Réactiver son eau, enfin la réinformer, la Exact. réénergétiser. Mhm. Choisir ses lieux de vie, donc les faire, comment dire, euh, observer, enfin vérifier Mhm. par, par un géobiologue, euh, Sur le... aller souvent dehors, aller Mhm. prendre le soleil, utiliser le sel en bain de pied, en bain. euh, Sur le plan émotionnel? alors oui, bah,
que ce soit pour le corps émotionnel ou même le corps mental, le centrage, l'alignement, la nature, respirer dans la nature, pratiquer des exercices de respiration pour progressivement apaiser le mental, parce que tout est surdimensionné, le corps mental, le corps émotionnel, tout est surdimensionné parce que tout est en hyperactivité. Donc il faut calmer, apaiser ce mental. Les exercices de respiration sont très puissants. Pour le corps émotionnel, il y a ce qui vient, c'est la méthode vibration qui est très efficace. Il y a d'autres moyens de calmer son émotionnel, comme pour chacun, ça va être différent. Certains, ça va être dans l'exercice physique. D'autres, ça va être dans la psychothérapie. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Veux-tu rajouter autre chose? Une conscience libérée, peut-être? Ah bah ça, oui. Ça, c'est. Alors, on avait vu le corps physique. Là, j'étais dans le corps, dans les corps vibratoires, mais au niveau, si on se place sur le plan de la conscience, il faut qu'elle soit désinterférée, et complètement. Il faut que la conscience soit libre et qu'elle reste libre. Qu'elle reste libre. Donc, elle reprenne sa souveraineté et qu'elle vive après dans sa pleine souveraineté. Exact. Sur tous les plans, et c'est déjà rien que ça, ça peut être un travail du quotidien quand on est soumis aux agressions quotidiennes de la vie en France, par exemple. Donc c'est déjà une bonne base, effectivement, de se faire désinterférer et de repartir sur des bases saines pour se garder dans son entièreté sur les 3 plans. Ok. Alors tu inspires, Claudia. Et si tu n'as rien d'autre à rajouter, on rentre. Non, juste que c'est possible. Ok. Alors dans ton espace, Claudia, tu coupes de ces informations. Tu reviens dans l'instant présent. Tu peux ouvrir tes yeux. Et bienvenue dans le présent. Oui. Je te remercie Claudia pour ton travail et au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente
ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare.
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.